Bonsoir, bonsoir. Bienvenue les amis. Eh bien écoutez, encore un petit live ce soir, improvisé. J'étais en train de réfléchir à cette question de stratégie d'objectifs, à toutes ces questions autour des objectifs dont on entend beaucoup parler dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la psychologie de la motivation. Et je me faisais une réflexion, effectivement, c'est que moi-même, comme beaucoup de gens, je me retrouve parfois à avoir des frustrations, on pourrait dire, ou des insatisfactions, parce que j'aimerais pouvoir réaliser certaines choses, j'aimerais pouvoir obtenir certains résultats, et je me rends compte que je ne suis pas toujours dans les meilleures dispositions mentales, émotionnelles, comportementales, pour pouvoir atteindre les résultats que je veux obtenir, ou en tout cas mettre en place les actions, faire les choses que je veux faire. Alors pourquoi ? Parce que la mauvaise nouvelle, et c'est pour ça que j'appelle cette vidéo la mauvaise nouvelle, ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé cette formulation de dire la mauvaise nouvelle, mais quand je vous dis qu'il y a une mauvaise nouvelle, bien sûr, il y a toujours, comme toujours, des bonnes nouvelles, mais c'est simplement pour aborder les choses sous un angle un tout petit peu différent. Et effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que quand on cherche à, on pourrait dire, à vouloir réaliser des choses, quand on veut réaliser quelque chose, que ce soit de la réalisation de soi ou de la réalisation de projets, on se retrouve régulièrement face à des nouvelles choses à faire, à des nouvelles choses à entreprendre, et on se retrouve face aussi du coup à nos propres blocages, à nos propres limitations par rapport à ça. Et ça, évidemment, sur un plan psychologique, ça s'explique par les phénomènes, on pourrait dire, d'habituation, d'habitudes qui sont d'habitudes mentales, d'habitudes émotionnelles, d'habitudes comportementales qui se sont installées avec le temps. Et puis on s'est installé finalement dans une sorte de forme de confort intérieur, c'est-à-dire on parle souvent de zones de confort en disant il y a des zones de vie dans lesquelles on se sent plutôt à l'aise, c'est moi ce que j'appellerais aussi des zones de sécurité, parce qu'on se sent assez sécurisé dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'on a pris l'habitude de gérer les différents paramètres, les différentes choses qu'ils peuvent avoir, même parfois les différentes difficultés qu'on peut trouver dans ces contextes-là. Et du coup, même si ce n'est pas des zones qui sont ultra confortables finalement, qui ne sont pas ultra satisfaisantes, on s'habitue, on s'accoutume d'une certaine façon à une façon de fonctionner qui est mise en place par notre système nerveux, parce que finalement, notre système nerveux et notre cerveau et notre corps, il aime aller à l'économie. Il n'est pas forcément partisan de l'effort. Il est plutôt partisan du moindre effort dans la mesure du possible. Après, ça dépend un petit peu des personnes. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très actives et qui ont besoin de vraiment, on pourrait dire, être en action et avoir des activités permanentes. Et souvent, ça, c'est aussi lié à des modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours équilibrés. C'est-à-dire que parfois, c'est une façon, une énième façon de gérer de l'anxiété, de gérer du stress, de gérer parfois un certain malaise en faisant des choses. Je me dis que finalement, ma vie, je la contrôle, que tout va bien, etc. etc. Bon, pour revenir donc à cette mauvaise nouvelle sur les stratégies d'objectifs, c'est que j'accompagne beaucoup de gens, aussi bien dans les formations de PNL, et d'ailleurs ça, on pourrait dire c'est un des premiers outils, une des premières techniques que l'on voit quand on fait de la PNL, c'est justement cette façon de pouvoir définir des objectifs et de pouvoir surtout s'y préparer mentalement, émotionnellement, pour pouvoir changer les comportements, pour pouvoir modifier les leviers intérieurs qui vont faire qu'on va y arriver ou qu'on ne va pas y arriver. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tendance à avoir un mode de fonctionnement automatique qui est en lien avec notre système mental étant, on pourrait dire, ce qui fait référence à ce qu'on connaît déjà, à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on a déjà vécu, et qui a tendance à tourner un petit peu en boucle sur des systèmes qui sont toujours un petit peu les mêmes. Je vous donne par exemple un exemple. Ma fille a appris et ne voulait pas faire une pièce de théâtre. Ça la sortait de sa zone de confort d'une certaine façon. Ça la faisait se projeter dans l'idée de quelque chose de nouveau pour elle qui faisait que potentiellement il fallait qu'elle prenne son texte, ça allait être de l'effort, ça allait être du travail, et puis elle n'était pas sûre que ça fonctionne correctement, etc. Donc d'une certaine façon, à la fin du confinement, quand il y a eu la reprise de l'école, elle n'avait pas forcément très envie d'y aller, et en fait, elle a appris que finalement, il y avait une pièce, un gros projet d'école qui était une pièce de théâtre à faire en fin d'année, et donc que finalement, ils allaient consacrer beaucoup de temps, ils allaient consacrer 3 semaines, ils avaient seulement beaucoup de temps, pas tant, tout le temps plutôt.
Ils avaient 3 semaines pour réaliser une pièce de théâtre. Et une pièce de théâtre qui normalement se prépare sur plusieurs mois. Mais là, ils se sont dit, ok, on va consacrer tout le temps qui nous reste, donc de début juin à fin juin, ces 3 semaines pour réaliser cette pièce de théâtre qui durait 1 heure et demie. Donc elle, cette idée-là, ça l'a stressée. Elle se disait, voilà, moi ça fait quelques semaines là que je suis tranquille, entre chez papa, chez maman, le confinement ça me va bien, retourner à l'école, et puis apprendre des pièces de théâtre, etc. C'est quelque chose qui donc la sortait de son état de confort intérieur. Et on pourrait dire d'une forme de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'elle se projetait mentalement, émotionnellement, dans un contexte et dans une situation qui lui demandait effectivement de devoir s'adapter et peut-être de faire un certain nombre d'efforts et peut-être de se retrouver dans un certain nombre d'inconforts ou de gênes, d'échecs peut-être, etc., etc. Bon, le fait est que finalement, elle y a été, parce que finalement, la plupart de ses camarades y allaient. Donc, il y en a certains qui sont pas venus, d'ailleurs, qui ne l'ont pas fait. Mais finalement, elle y a été. Elle s'est dit, ok, j'y vais. Et puis, ils se sont entraînés pendant 3 semaines. Alors, évidemment, ils ont hésité, on le fait pas, comment on va le faire. On n'a que 3 semaines pour répéter, pour les textes, pour ci, pour ça. Donc, il y avait des moments où ils étaient motivés, c'est-à-dire qu'ils se disaient, oui, c'est bon, on s'est dit qu'on le ferait, alors on va le faire. Puis, il y a des moments où ils disaient, ouais, mais là, avec toutes les difficultés techniques, on n'a pas de salle, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Comment on va faire en 3 semaines pour arriver à gérer tout ça? Et puis en fin de compte, comme ils gardaient un peu le focus sur l'idée de réaliser finalement cet objectif qui était de dire, nous, notre année était, le projet de l'année c'était cette pièce, alors ils se sont quand même mobilisés, ils ont quand même trouvé des astuces, ils ont quand même trouvé des solutions pour le faire. Évidemment, il y a eu du trac, il y a eu de la peur, de l'apprentissage, bon, ça a créé aussi plein de choses positives dans le groupe, ça a renforcé les liens, etc. Donc il y a eu tout un tas d'étapes qui ont été un petit peu difficiles à dépasser, jusqu'au moment là où, début de semaine, il fallait faire la générale, et puis après il y avait en tout 3 pièces à jouer complètes, d'1 heure et demie sur 2 jours, donc même sur une journée, il y en avait 2 dans la même journée. Et donc, d'une certaine façon, ils étaient bombardés en 3 semaines de je sors de mon confinement à je me retrouve à jouer pour la première fois un rôle avec beaucoup de texte, c'était Molière, le Malade imaginaire, donc ça tombe bien, c'est marrant en plus, c'était le Malade imaginaire qu'ils avaient choisi en début d'année, et qu'il y a beaucoup de passages du texte le Malade imaginaire qu'on pourrait recoller Covid-19 ces derniers temps, donc c'est assez marrant. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'ils se sont retrouvés à devoir faire ça, et ils ont évidemment le trac, ils ont évidemment peur. Et pourquoi ? Parce que automatiquement, ils se projetaient dans quelque chose qui à la fois les stimulait et avait une forme d'excitation, parce qu'ils se disaient si on le fait, on va aller au bout de notre projet, on va réaliser ce qu'on avait prévu, et puis ça peut être bien pour nous, pour les parents, pour notre expérience et pour le fait de rendre les autres fiers aussi, d'une certaine façon, d'être fiers de nous et de rendre les autres fiers. Et puis il y avait l'idée de dire ouais, mais on n'a pas le temps qu'il faut, il y a eu plein de raisons qui font que finalement on pourrait peut-être s'en passer. Bon, finalement, ils ont trouvé les motivations, mais sans trop rentrer dans le détail de comment ils ont trouvé les motivations, parce que je ne suis pas dans la tête des gens et je n'ai pas eu les informations. Mais en tout cas, ils se sont fait, pas violence, mais en tout cas, ils se sont mobilisés intérieurement, ils ont fait appel à des leviers, à des moteurs intérieurs, ils ont répété, ils ont travaillé, ils ont mis en place un certain nombre de comportements, ils ont fini par faire leur pièce 3 fois, ils l'ont fait 3 fois avec un certain succès quand même. Ça a quand même super bien fonctionné pour voir le peu de temps qu'ils ont eu pour se préparer à ça. Et en fin de compte, résultat des courses, certains se sont révélés, mais pour la plupart, ça les a vraiment exaltés, ça leur a permis de se positionner, ça leur a permis de prendre une autre place dans le groupe, dans la classe, etc., etc. Et ils ont réalisé quelque chose dont ils sont fiers. Voilà, ils partent en vacances, chacun en se disant on est fiers d'avoir réalisé cette chose. Donc, définir un objectif, parfois, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avancent dans la vie, un peu comme moi d'ailleurs, parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à fonctionner comme ça, un petit peu en mode je vois où le vent me mène, et je vois ce qui se passe, les événements, et j'avance un petit peu comme ça, en me laissant porter par la vie. Mais parfois, il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses, je ne peux pas me laisser porter par la vie. Si je veux qu'elles se réalisent, à un moment donné, il faut bien que j'émette l'idée de faire quelque chose et que je commence à me dire, ok, là, il y a un projet. Alors, généralement, quand j'ai l'idée de réaliser quelque chose, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher
il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre de la satisfaction d'un besoin ou de la satisfaction d'une valeur importante pour moi. C'est-à-dire j'ai besoin de satisfaire quelque chose, une valeur, la plupart du temps, ou des valeurs en tout cas, au travers d'une action ou d'un projet. Donc déjà, pour, on pourrait dire, se fixer des objectifs, c'est important de savoir ce qui est important. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que aujourd'hui est insatisfaisant pour moi? C'est-à-dire dans quel domaine, essayer de préciser les choses, parce que c'est souvent ce que je vois en formation de PNL, c'est que les personnes n'ont pas fait un constat, n'ont pas fait un état des lieux très précis de ce dont ils ont besoin. Ce qu'ils savent la plupart du temps et ce qu'ils disent, et puis même en séance, en consultation, c'est ce qu'ils ne veulent plus. C'est le problème. Ils parlent du problème. J'ai tel problème, ça va pas, c'est comme ça. Et quand je leur dis, mais alors, ok, très bien, mais si tu viens me voir, c'est que tu veux transformer quelque chose, que tu veux changer ça. Tu es dans une démarche là de vouloir changer ça. Et la personne me dit oui, ok. Donc, qu'est-ce que tu voudrais à la place de ça? Et c'est là qu'il commence à y avoir des difficultés de définir précisément ce que la personne veut. Donc, il y a ce moment où la personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment élaboré une idée précise de ce qu'elle veut. Alors souvent, pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, c'est difficile de savoir si les choses vont pouvoir, on n'est pas des devins, donc c'est difficile de savoir si les choses vont pouvoir se réaliser de telle ou telle façon. Alors on aimerait évidemment, on souhaiterait, c'est un peu le côté j'aimerais bien pouvoir faire ou telle chose, mais il y a tout de suite quelque chose en nous qui vient la plupart du temps, et qui est le mental, on pourrait dire, et la partie logique et factuelle des choses, c'est ok super, tu aimerais bien ça, mais comment tu vas faire pour le faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? Et donc, il y a, je dirais, presque un saboteur immédiat qui arrive, qui est l'idée de commencer déjà à se poser la question du comment avant de se poser la question du quoi. Quoi, qu'est-ce qui serait important pour moi? Qu'est-ce que je voudrais? Quel projet, quel but je poursuis? Quels objectifs? Pour satisfaire quoi d'important pour moi? D'abord en amont, avant de commencer à se poser le quoi, c'est-à-dire avant de commencer à se poser les questions sur quels vont être les pas à mettre en place, quelles vont être les actions, dans quel contexte, etc. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai le mental qui est en train d'essayer de concevoir, de faire quelque chose qui va certainement me demander de sortir de cet état de confort dans lequel j'ai peut-être tendance à être ces derniers temps, qui est lié à des habitudes de fonctionnement, parce que bon, voilà, je reproduis des mécanismes, des comportements quotidiennement. Du coup, c'est bien, je me sens plutôt à l'aise, même s'il y a certaines choses qui ne me conviennent plus et que j'aimerais qu'ils changent. Mais bon, voilà, je suis dans ce mode d'habitude-là. Et puis, d'un coup, il y a, ah ouais, mais là, si tu veux ça, si tu veux obtenir telle chose, tu as un désir. Alors, le désir, il est parfois présent, mais il est parfois tout de suite frustré. C'est-à-dire qu'il y a ces désirs-frustrations. J'ai un désir, mais tout de suite, il y a un truc à l'intérieur qui vient et qui fait, ouais, mais non, pas pour toi. Une croyance ou quelque chose comme ça. Non, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu n'es pas légitime. Non, mais tu rêves, etc. etc. D'ailleurs, cette croyance n'est pas forcément que la nôtre, elle n'est pas forcément à l'intérieur de nous. Parfois, c'est notre environnement qui nous fait part de ces croyances sur les limites qu'elles peuvent, elles, ressentir chez nous, donc qui sont des interprétations de leur part, sur notre capacité ou notre potentiel ou nos ressources, parce que même si les gens pensent vous connaître et ne savent pas quel type de ressources vous avez et quel type de potentiel vous avez à disposition, si vraiment vous êtes motivé pour faire quelque chose, et parfois elles viennent de nous, donc parfois parfois on utilise les autres pour comment on pourrait dire, censurer ou saboter en se disant oui, si demain je vais voir cette personne et que je lui dis que je vais faire telle chose, elle risque de me répondre telle ou telle chose, que je ne vais pas être capable, que la dernière fois que j'ai voulu le faire, j'ai raté, donc ça ne sert à rien que je m'obstine, que je prends des risques, que si je vais dans cette voie-là, qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu vas dans cette voie-là, etc., etc., etc. Bon, donc il y a tout on pourrait dire qu'il y a déjà presque un filet de rétention, mentale et sentimentale, émotionnelle, qui se trouve présent quand on souhaite aller vers quelque chose qui est nouveau et qui va nous faire rentrer dans une zone de risque, dans une zone d'insécurité, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser les choses telles qu'on souhaite les réaliser. Alors, parfois si, bien sûr, quand on a confiance en soi, qu'on a déjà fait des expériences, qu'on sait qu'on a déjà mené un projet de A à Z, qu'on l'a mené à bien,
et qu'on va peut-être mener un autre projet similaire. Par exemple, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui a écrit un premier livre et qui se dit, bon ben là maintenant je vais écrire un deuxième livre. Si son premier livre elle a réussi, que ça a fonctionné, qu'elle a des résultats, bah, quand elle va vouloir écrire le deuxième, elle va déjà être déjà prédisposée à pouvoir percevoir d'avance, pouvoir anticiper un certain nombre de choses, même si après l'expérience va être différente, mais voilà. Donc il va y avoir cette confiance, on pourrait dire, et cette représentation de la possibilité et ce sentiment, ce ressenti intérieur que effectivement cette chose-là va être possible. Par contre, pour la personne qui, bah d'ailleurs comme moi, puisque moi j'ai encore jamais écrit de bouquin et que j'ai ça comme objectif d'arrière-plan, qui se dit bon bah là, ce serait bien que maintenant tu mettes ça en forme et que tu écrives, que tu fasses un livre. Bah à ce moment-là, il y a à l'intérieur ah ouais mais alors voilà, comment je m'y prends, par quoi je commence, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, etc., etc., etc. Donc le mental veut tout de suite mettre de la logique, veut tout de suite mettre du pragmatisme, veut tout de suite imaginer des résultats, veut tout de suite pouvoir calculer, etc., etc. Et il fait souvent référence, pour ça, pas forcément à ce qui a déjà été, à des choses et à des ressources et à des compétences qu'on a déjà acquises, mais va plutôt avoir tendance à vous alerter sur attention, ça tu ne maîtrises pas, attention, ça tu ne l'as jamais fait, attention, ça pourrait ne pas fonctionner, attention, peut-être que tu vas te retrouver comme ça, etc., etc. Donc une espèce de système d'alerte en fait qui en gros il cherche à vous protéger. Donc c'est toujours une intention positive en arrière-plan, mais ça peut empêcher de faire pas mal de choses. Donc la première des choses à faire, ça c'est l'ensemble des mauvaises nouvelles concernant la réalisation d'un objectif. Donc la première des choses à faire, c'est déjà évidemment de se demander pourquoi c'est important pour nous de modifier quelque chose. Que ce soit créer un nouveau projet, d'avoir un objectif, etc. Donc peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui en ce moment me convient, qu'est-ce qui en ce moment me convient moins, qu'est-ce qui me satisfait en ce moment dans ma vie, ou qu'est-ce qui génère une insatisfaction qui a tendance à devenir un petit peu vraiment problématique, chronique, récurrente, préoccupante, enfin bref. Et faire un état des lieux d'une certaine façon. Où est-ce que j'en suis maintenant? Mettre en lumière ce qui va et ce qui va moins bien, de façon à pouvoir formuler d'une façon la plus précise possible et la plus formulée positivement possible, c'est-à-dire avec des termes qui disent que l'objectif c'est de faire ci ou de faire ça de façon assez précise, pour éviter d'être dans l'éviter d'eux, c'est-à-dire cette manière de fonctionner qui est je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, mon objectif c'est de plus être triste, mon objectif c'est de plus être déprimé, mon objectif c'est de plus être pauvre ou de plus avoir des problèmes d'argent. Vous connaissez le principe au niveau du cerveau, quand vous formulez quelque chose avec un ne pas ou avec une négativité, le cerveau est obligé d'abord de se représenter la chose. Je ne veux pas voir cet ours blanc sur la banquise. Et du coup, mon cerveau me montre un ours blanc sur la banquise, donc automatiquement, ça attire mon attention sur l'ours blanc. Et la négation qui arrive derrière, elle va être prise en compte, mais ça va être plus difficile, et surtout, ça ne va pas me mettre dans le bon état. Ça ne va pas générer l'état, ça ne va pas générer la bonne motivation. Donc parfois, on peut avoir une formulation qui soit une formulation, on pourrait dire, d'ordre éviter d'eux, je ne veux plus ci, ou négatif, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, mais c'est immédiatement, l'idée c'est de faire basculer, ok, si tu ne veux plus ci, si tu ne veux plus ça, alors qu'est-ce que tu veux à la place de ça? Qu'est-ce que tu aimerais à la place de ça? Qu'est-ce qui serait meilleur pour toi à la place de ça? Qu'est-ce qui serait plus satisfaisant pour toi à la place de ça? Donc hop, recentrer la personne et préciser, faire préciser. Je veux avoir confiance. Ok, quand tu me dis que tu veux avoir confiance en quoi? En toi, en quelque chose à l'extérieur, en la vie, et puis dans quel domaine? Parce qu'avoir confiance c'est bien, mais dans quel domaine, etc. Donc on va vraiment, l'idée au départ, c'est vraiment de faire préciser la personne, avec une tournure de phrase qui soit plutôt orientée sur le résultat qu'on veut obtenir. Et à partir du moment où on a cet objectif qui est précisé, on va commencer à travailler sur tout ce qui touche à la représentation mentale et à la dynamique intérieure avec les leviers de motivation et avec, on pourrait dire, la préparation de ce que vont être les premiers comportements, la façon d'être en écologie avec l'environnement
et travailler sur les états intérieurs dont on a besoin, les ressources intérieures dont on a besoin pour avancer. Parce que sinon, on va juste évoquer l'objectif, on va dire, ben voilà, maintenant mon objectif il est là, j'ai une phrase précise. Alors moi, ce que je fais souvent en formation de PNL, c'est que la plupart des personnes, je leur demande de choisir un objectif, évidemment, qui leur paraît pas un objectif ultra ambitieux. Hein. Quand on fait les exercices comme ça, je ne demande pas au départ un objectif ultra ambitieux, mais je leur dis, choisissez un objectif qui tout de suite, quand vous y pensez, génère à l'intérieur de vous quelque chose qui vous fait dire que ça va pas être simple, où vous allez avoir des difficultés, où vous ne pensez peut-être pas, où il y a une sensation de peur, où il y a un blocage, où il y a quelque chose qui vous empêche. Parce que si vous me dites que j'ai cet objectif, mais que dans votre tête, c'est déjà clair que vous allez le faire de telle et telle façon et que vous allez certainement y arriver, ça peut être utile d'améliorer encore plus la mécanique pour être encore plus dans le flow, pourquoi pas, se sentir encore plus performant, se sentir encore meilleur, prendre encore plus de plaisir, pourquoi pas. Mais on pourrait dire que c'est pas avec ce type de choses qu'on va vraiment voir la puissance de la technique. La technique, elle est relativement simple. Elle est en quelques clés, en quelques points, mais elle permet vraiment d'opérer une transformation intérieure qui fait que les personnes, dans un premier temps, qui se retrouvent à, donc on pourrait dire, dire leur objectif, quand je leur demande comment elles se sentent à l'idée de le réaliser, si on faisait sur une échelle de 0 à 10, ils vont me dire, 10 étant je crains de ne pas y arriver, on pourrait dire que ça comme ça, elles vont me dire, je sais pas, je suis à 7, je suis à 8, je suis à 9, je suis à 10. Si elles sont en dessous de 5, c'est-à-dire proche du ça va être facile et je vais y arriver, c'est pas très intéressant. Tant mieux qu'elles soient dans cet état-là, mais c'est pas intéressant pour l'exercice. Donc, une fois qu'elles ont ça, il y a déjà une première formulation que je fais faire, ça je vous le donne ici, c'est que je fais formuler l'objectif en disant j'aimerais, ou je désire, ou j'ai envie, ou quelque chose qui est de l'ordre de l'hypothèse que ça se passe. Donc, j'aimerais perdre, par exemple, 3 kilos d'ici 2 mois. J'aimerais arrêter de fumer. Alors, arrêter de fumer, c'est un peu plus compliqué avec ce type d'exercice. Il y en a qui essayent des fois, mais ce type d'exercice, il n'est pas précisément pour ce genre de choses, parce que là, on va encore aller chercher plus loin pour l'arrêt du tabac. Souvent pour des actions, des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas fait. Je sais pas, par exemple, se remettre au sport, faire un défi sportif, passer un examen, faire un entretien, faire une demande particulière, enfin des choses comme ça. Donc la personne, elle peut formuler « j'aimerais »,« je désire », etc. La plupart du temps, l'idée aussi, c'est de mettre ça dans l'espace et le temps, c'est-à-dire de dire quand tu aimerais, plus ou moins précisément. L'idée, c'est peut-être pas forcément d'avoir une date ultra précise, mais plus ça va être précis, mieux c'est. Donc on va dire, quand tu dis que tu aimerais arriver à telle chose, si la personne dit j'aimerais perdre 3 kilos, c'est pas suffisant. Déjà, j'aimerais perdre 3 kilos, on n'est pas dans le positif. Donc, qu'est-ce que tu aimerais en termes de silhouette? Est-ce que tu aimerais pouvoir porter des vêtements d'une certaine taille, par exemple? Oui, si jamais je perds 3 kilos, je pourrais porter du 38. Ok, génial, j'aimerais pouvoir porter du 38 à partir de quand? À partir de... Et on va commencer, on peut modifier un petit peu la formulation de l'objectif, et alors souvent, quand on demande un délai, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce déjà de stress, parce que la personne elle se dit « Ouh là là, si je commence à dire que ça va être à tel moment et que d'une certaine façon, j'ai l'impression que je m'engage et que peut-être je ne tiendrai pas le truc, alors ça génère un petit peu du stress. » Donc souvent, je dis dans l'idéal, ce serait quand? Et puis après, je propose à la personne de reculer un peu, de dire « Ok, tu me dis que ce serait dans 1 mois, imaginons que tu te laisses 2 mois. » Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que la personne, c'est elle-même qui va refaire son évaluation intérieure en se disant non, finalement 2 mois, non, c'est trop. 1 mois et demi, ouais. Non, mais finalement 1 mois, c'est jouable. Et des fois, la personne, elle va même revenir à son objectif qui l'a stressé, enfin à son timing, mais parce qu'elle le décide. Elle n'a pas l'impression d'être en train de le dire pour le dire et puis de se mettre une espèce de il faut, il va falloir, tu dois maintenant que tu l'as dit y arriver à tel truc parce que sinon. Vous voyez, c'est éviter aussi toutes ces, on pourrait dire toutes ces façons de s'attacher, de mettre du contrôle trop d'importance sur ce qu'on dit et sur ce qu'on veut faire, d'accord? Parce que sinon, d'une certaine façon, on met une telle énergie que la peur de ne pas y arriver, que la peur de ne pas respecter certaines choses, des fois prend le pas sur le simple plaisir d'essayer.
quitte à ce que ce ne soit pas exactement ce qu'on avait prévu. Donc, l'idée, c'est effectivement de formuler où, quand, comment, éventuellement avec qui, donc de donner un maximum de précision. Et après, une fois qu'on a fait ça, première étape, on va imaginer les choses. Donc, prendre conscience de ce qu'on veut comme résultat, pour avoir des représentations mentales, des représentations sensorielles, d'une certaine façon, c'est-à-dire vue, auditive, kinesthésique. On va essayer de passer en revue l'ensemble des perceptions sensorielles. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ont tendance à être plus auditives, d'autres plus kinesthésiques, d'autres plus visuelles, et vont parfois manquer de richesse dans leur façon de se représenter l'objectif. Et quand ça manque un peu de richesse, c'est-à-dire qu'il y a des sens qui manquent, ça enlève aussi un petit peu du réalisme à ce qu'on imagine. Et pour, j'ai envie de dire, tromper notre cerveau, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait une stratégie d'objectif, on trompe le cerveau dans le sens où on va lui montrer une possibilité, on va imaginer une possibilité, on va mettre en conscience une possibilité qui n'est peut-être pas encore, en tout cas, qui n'est pas encore réalisée pour le coup, puisque c'est un objectif, mais qui fait que le mental peut se dire, ouais, mais ça, tu es en train de dire que tu vas le faire, on est en train d'imaginer, en gros, tu es en train de t'imaginer que tu y arrives, mais c'est pas sûr. C'est souvent ça en fait qui se passe au niveau du mental. Tu l'as jamais vécu, tu peux te planter. Regarde la dernière fois que tu as fait quelque chose, on va ressentir un frein intérieur. Bon. Donc, on pourrait dire permettre, pour leurrer un petit peu le cerveau, on va utiliser tous les sens et on va dire ok, allez, on imagine que c'est possible. Fais comme si tu pouvais arriver à atteindre cet objectif. Simplement parce que la première question, c'est finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir? Donc quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si on veut savoir pourquoi c'est important pour toi, si on veut savoir si ça vaut vraiment le coup d'y aller et si ça vaut vraiment le coup de mettre de l'énergie dedans, l'idée c'est d'avoir une forme de représentation qui soit la plus précise possible pour justement permettre au système nerveux de vous amener des ressentis, des perceptions intérieures. Peut-être aller voir si ça active les bons leviers de motivation, etc., pour dire, ok, en fait, finalement, ce projet, vraiment, il est important pour moi. Il va vraiment changer quelque chose pour moi. Parce que parfois, on lance des objectifs, ah ouais, ce serait bien que je fasse ça. Ah oui, ce serait bien que... Ouais, il faudrait que je change de boulot, il faudrait que je change de lieu de vie, il faudrait que je change de conjoint, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je change de comportement, il faudrait que tu ça, si, bon bref, tout un tas de trucs qu'on peut se dire en permanence, un peu comme les bonnes résolutions de début d'année. Et puis derrière, effectivement, il y a toute cette mécanique un petit peu d'auto amoindrissement. C'est pas forcément du sabotage, mais d'un coup, il y a la mécanique de l'habitude et tous les trucs qui reviennent. Donc pour dépasser ça, pour amener l'esprit et le cerveau à se mettre dans la bonne dynamique et surtout à les sécréter, à les activer, la zone de la satisfaction qui est en fait un circuit dopaminergique qui se crée au moment où vous êtes en train de visualiser et de donner à votre cerveau l'ensemble des informations, donc précises, visuelles, auditives, kinesthésiques. En réalité, c'est justement, ça crée une réalité intérieure qui, pour une partie du cerveau, est comme une réalité possible, potentielle. Il peut y avoir toujours l'esprit critique qui dit oui, mais c'est pas réel. Je viens de me faire un film en fait dans ma tête, mais le film qu'on se fait, il devient une hypothèse, il devient une possibilité pour le cerveau. Et plus ce film il va être précis, plus il va être porteur d'une récompense, plus il va être porteur d'un plaisir, plus il va être porteur de quelque chose qui va satisfaire des besoins, des valeurs, etc. Et plus d'un coup le cerveau, il va y avoir toute une mécanique qui va se mettre en place parce qu'on est fait comme ça pour dire finalement ça je veux. Ouais, finalement, on va y aller en fait, on va le faire. Parce que la comparaison après avec le je ne le fais pas va commencer à devenir difficile. Il va y avoir à l'intérieur de soi quelque chose qui va se dire ah ouais, non, mais là maintenant que j'ai pensé à cet objectif, je ne peux plus ne plus le faire. Maintenant que je me suis d'une certaine façon mis l'eau à la bouche, vous voyez, c'est un peu l'idée de se mettre l'eau à la bouche, de se donner le goût de quelque chose et de se dire
Au départ, c'est ouais, il faudrait qu'on aille manger au resto, mais bon, j'y ai pas trop pensé. Puis là, la personne, elle dit ouais, ce serait vraiment sympa un petit resto, tu vois, bonne ambiance, petit rosé au départ, ouais, petit apéro au départ, et puis là, voilà, les bons plats comme ça. Toi, t'aimes bien ça, ouais, tu dis, ah, tu vois, on va manger. Voilà. Bon, on décrit le truc avec ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, puis d'un coup, ça commence à augmenter le goût, ça commence à donner le goût en fait à l'intérieur. Le goût d'une potentielle satisfaction. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Il va y avoir déjà des circuits dopaminergiques, sérotoninergiques aussi pour le plaisir, mais dopaminergiques surtout pour l'envie, le désir de faire les choses. Et chez l'humain, on a une boucle qui s'appelle avec le noyau accumbens, donc cette boucle dopaminergique. On en a deux. On a celle qui tourne autour du cerveau, on pourrait dire reptilien limbique, et qui nous amène à une forme de comportement automatique pour satisfaire les besoins comme les animaux, les mammifères, etc. C'est-à-dire la même que celle qu'ont les autres animaux, c'est-à-dire en gros, tiens, là je sens que j'ai faim, alors je vais chercher de quoi manger. Tiens, là je sens que j'ai envie de procréer ou de rapports sexuels, alors je vais satisfaire mes rapports sexuels. Tiens, je sens que j'ai besoin de quelque chose. Donc en gros, il y a des choses qui sont d'une façon qui vont satisfaire des besoins relativement primaires. Donc physiologiques, les besoins de carence la plupart du temps. Sauf que l'être humain a des besoins de croissance. La conscience a besoin d'apprendre, la conscience a besoin d'évoluer, la conscience a besoin de nouveautés, ou l'âme aussi à l'intérieur de nous a besoin d'expérimenter de nouveautés, de sensations. Et donc on a aussi cette capacité de nous projeter, c'est-à-dire de rêver notre vie. On a la capacité d'être dans l'onirique. Donc ça aussi c'est un besoin qu'on a que peut-être, je n'ai pas été voir dans le cerveau des oiseaux et des animaux, je ne sais pas s'ils ont un onirique, tel que le nôtre, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir envisager des tas de trucs avec des tas de projets. Je vais prendre un avion, je vais partir là, je vais me prendre un hôtel. Voilà, je ne pense pas qu'ils aient toutes ces informations-là et qui aient cette dynamique, cette capacité à se projeter dans l'avenir pour justement chercher à se réaliser, chercher à s'épanouir, à s'accomplir en décidant, en choisissant les choses que l'on veut. On n'est pas toujours obligé de le faire, bien sûr. L'idée, c'est pas d'être sans cesse dans le contrôle et sans cesse avec des objectifs et sans cesse se lever le matin en disant ouais, j'ai mon truc, là j'ai mon cahier, à 2 heures je fais ça, à 10 heures je fais ça. On n'est pas obligé d'être comme ça tout le temps, mais il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment vivre de cette façon-là. Donc c'est chacun un peu sa façon de fonctionner en fonction de son système. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on va donner au niveau ce que j'appelle le simulateur de cerveau, toutes les informations sensorielles nécessaires, et que l'imagination devient attrayante, alors on crée un circuit. Et la dopamine, c'est quoi? C'est la dope. C'est ce qui vous dope. Hein. Donc c'est ce qui vous donne envie, c'est ce qui vous excite, c'est ce qui vous apporte de l'énergie, et en gros l'envie de faire quelque chose. Donc cet exercice-là, il va déjà activer ces choses-là. Puis après, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va essayer d'aller voir pourquoi c'est important du coup, maintenant. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, maintenant qu'on l'a défini, voilà. À une époque d'ailleurs, j'utilisais beaucoup l'idée de la Thaïlande. C'est-à-dire quand je faisais les formations de PNL, je disais aux gens, par exemple, imaginez, vous avez le désir d'aller dans un pays, sur une île, enfin un endroit, puis hop, je disais par exemple en Thaïlande. Je prenais ça comme exemple. Et ça revenait tout le temps. Donc au bout d'un certain temps, les stagiaires que j'avais m'ont dit, et Guillaume, tu prends toujours le même exemple de la Thaïlande, tu as déjà été. Puis je dis, non, c'est peut-être pour ça que ça reste un désir. Mais que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore assouvi. Ils me disent, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, parce que c'est loin, ça risque d'être cher. Vous voyez, ce genre de croyance et ce genre on pourrait dire, de fausses idées, qu'on a en tête concernant ce qu'on pourrait réaliser ou ce qui pourrait nous faire du bien. Et donc, du coup, je disais, oui, non, effectivement, ça va me prendre du temps, les billets d'avion sont chers, parce que je croyais que les billets d'avion, pour moi, aller en Thaïlande, c'était un truc à 2000 €, mais juste le billet d'avion. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est entre 500 et 700 € les billets d'avion pour aller en Thaïlande. Donc, c'est pas du tout le même tarif que j'imaginais. Donc, il y a plein de réalités, en fait, que je ne connaissais pas. Donc, j'étais un peu dans une forme d'ignorance, et du coup, mon cerveau se racontait des histoires par rapport à ça. Et donc, je ne le faisais pas. Et puis, c'est là qu'il y a une personne qui m'a dit, mais qu'est-ce qui ferait, pourquoi ce serait important pour toi d'y aller? Et en fait, il m'est venu, c'est l'idée de dire, j'aimerais bien y aller juste pour le fun, pour le plaisir déjà d'aller dans ce type d'endroit, les plages, la végétation, les gens, parce qu'on commençait à me dire,
oui, l'énergie là-bas, les gens, les personnes, c'est vraiment particulier. Te connaissant, ça te ferait vraiment du bien, ce serait bon pour toi, les massages. J'en ai déjà entendu parler, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et puis petit à petit, j'ai plusieurs personnes qui sont revenues qui m'en ont parlé. Donc cet exemple et cette, cette idée devenait de plus en plus persistante. Et puis je dis, bah oui, en effet. Je dis, par contre, oui, si moi, ce qui me ferait vraiment, vraiment kiffer, c'est de pouvoir partir en Thaïlande, d'avoir un temps pour moi. Mais si en plus, je pouvais avoir des gens là-bas à accompagner, c'est-à-dire je pouvais mêler l'utile à l'agréable, etc., alors là, ce serait génial. Et en fait, finalement, c'est ce qui s'est passé très rapidement, puisqu'à partir du moment, j'ai fait un exercice d'objectif, justement là-dessus. Et donc, je me suis vu, j'ai visualisé, même si ce n'était pas tout à fait les bonnes images, mais j'ai visualisé l'avion, l'aéroport, arriver, comment ça se passerait, etc. etc. Et j'ai senti, en fait, intérieurement, une espèce de sensation, mais d'apaisement. Hein, quelque chose de, ça c'est fait, c'était à faire. Un peu comme s'il y avait une forme de destinée. Là, j'étais destiné à y aller, j'étais destiné à faire quelque chose là-bas. Et là, d'un coup, je me voyais, mais vraiment comme si j'étais dans une réalité. J'étais sur la plage, avec un hôtel derrière, avec un groupe. Et j'étais en train de me dire, waouh, c'est un truc incroyable d'être dans des conditions pareilles et de travailler, d'aider des gens à se transformer, etc., etc. Et tout ça, c'était un film que je me faisais. C'était vraiment un truc. Quand j'ai fini l'exercice, je me suis dit, on a quand même des capacités de se faire des super films. Mais il y avait quand même une partie de moi qui se disait, connaissant toutes les contraintes et tous les trucs, il y a peu de chances que ça se fasse. En fin de compte, ça s'est vraiment, vraiment accéléré parce que les choses se sont faites beaucoup plus vite que prévu. J'ai eu un premier voyage pour aller prendre un peu les marques et voir un petit peu ce qui se passait là-bas. Et puis après, j'ai eu un deuxième voyage où du coup, là, j'ai accompagné. Et puis après, je suis parti avec un autre groupe. Donc, du coup, les choses se sont mises en place petit à petit. Mais pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez cette réalité qui s'est installée à l'intérieur de vous d'une façon beaucoup plus précise et que vous commencez à en avoir les sentiments, les sensations, et que vous sentez que ça va répondre à quelque chose de profond, donc c'est pour ça qu'on va aller poser un petit peu des questions sur les motivations profondes, donc le système, les valeurs, les besoins, les ressentis qu'on va pouvoir satisfaire. Donc qu'est-ce qu'on va satisfaire au travers de ça pour vraiment faire monter la personne. Et toujours, quand on va faire ces exercices, on va toujours demander à ce que ce soit un film que la personne se fait comme sur un écran, hein, comme si elle se voyait comme un personnage dans un film, hein, avec une idée de dissociation. La dissociation permet d'éviter d'activer trop de freins intérieurs. Donc on désactive un peu les freins intérieurs en créant d'abord une dissociation. Puis après, on va voir du côté de l'écologie, parce qu'on sait qu'un objectif peut être très motivant, peut nous apporter éventuellement des conséquences favorables et positives, mais on sait aussi qu'un objectif, s'il n'est pas suffisamment, on pourrait dire écologique, dans le sens d'être correct pour l'écosystème dans lequel on vit, en fin de compte, pourrait amener d'autres types de conséquences qui feraient que ça pourrait satisfaire certains aspects, mais poser encore plus de problèmes avec des dommages collatéraux encore plus importants par ailleurs. Et donc ça peut être un frein. C'est-à-dire que si je ne me pose pas ces questions des conséquences, de qui ça concerne, est-ce que ça va les servir ou est-ce que ça va les desservir, en dehors de moi, bien sûr, de toutes les personnes qui m'entourent, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer, est-ce qu'il y a des gens qui qui ça peut poser un problème, et quelles sont les personnes qui peuvent être aussi des ressources autour de soi, parce que ça, des fois aussi, on oublie quand on part dans notre idée que notre cerveau ne va pas chercher forcément toutes les personnes qui peuvent être des ressources pour nous, pour évoluer, pour faire avancer les choses. On a tendance un petit peu à s'isoler. Ça, c'est le côté de l'ego qui a cette tendance à se sentir parfois un peu face à lui-même, à se dire faut que je m'en sorte par moi-même, faut que je compte sur moi pour y arriver, alors qu'en fait je pourrais compter sur plein d'autres personnes qui seraient super heureuses de nous aider. À partir du moment où on est capable de leur donner une formulation de notre objectif qui est précis, qui est tourné positivement et qui est, je dirais, coloré, illuminé par le système de valeurs qui est sous-jacent. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va satisfaire. Si vous en parlez aux gens, si vous dites aux gens, voilà, j'ai telle et telle chose que j'aimerais faire, voilà, j'ai décidé que j'allais faire ça, je vais partir, je vais faire ça, et ça c'est super important pour moi et c'est très essentiel et pour telle et telle raison, et vous allez sentir qu'autour de vous ça va être un peu contagieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir envie aussi de vous aider. Puis on va avoir, donc quand on va se poser ces questions-là, on va pouvoir à la fois renforcer la motivation, à la fois
sécuriser la personne sur certains aspects, qui va pouvoir, en fait, d'une certaine façon, se donner certaines permissions, parce qu'on a besoin de se donner des permissions, mais on a aussi besoin de se donner des protections et de mettre en place des protections pour éviter que ça, on pourrait dire que ça pose des problèmes aux personnes autour de nous. Donc, on va mettre en place, avec un questionnement spécifique, permettre à la personne d'élaborer autour de ça. Puis après, on va avoir on va rentrer dans l'action. On va dire, ok, maintenant que tu sais tout ça, bah selon toi, quels sont les changements de comportement, les changements d'attitude, les changements de comportement? Quels sont les premiers pas que tu peux mettre en place? Donc on peut voir ça sur deux axes, c'est-à-dire l'axe des actions à mener, quel type d'action tu as à mener. Et on va commencer, vous connaissez la méthode Kaizen, on va commencer par petit pas par petit pas, on va commencer par c'est quoi le premier truc qui te paraît assez simple, assez facile et qui te paraît prioritaire. Et puis après ça, est-ce que tu as une autre idée? Et puis hop. Et comme ça, on engage l'esprit, on engage la personne. Elle s'engage elle-même dans l'idée que ça va être possible et qu'elle va pouvoir poser des petits actes, parfois qui sont symboliques au départ, mais qui vont l'amener vers ce qu'elle veut. Et puis aussi, dans quelle attitude tu vas faire ça? C'est-à-dire que si tu fais ces actions-là, dans quelle attitude tu vas être, dans quelle posture tu vas être, dans quelle énergie tu vas être? Qu'est-ce que tu dois changer? Parce que parfois, les objectifs, ça peut être par exemple, je sais pas, de monter sur scène, ça peut être de créer des relations différentes avec des gens, ça peut être justement de devoir peut-être créer une relation de partenariat ou de collaboration ou pour à faire un projet. Du coup, si habituellement j'ai tendance à être un peu un ours dans mon coin, comme une photo d'ailleurs, je vois qu'il y a Claire qui est en train d'écouter, elle a mis tout à l'heure une photo sur Facebook avec tout un tas d'ours qui sont comme ça posés dans un arbre. Alors on imagine un peu le truc, si je me comporte comme ça, c'est sûr que je ne vais pas m'ouvrir aux autres, c'est sûr que... Donc j'ai besoin à la fois peut-être, première action, de dire je vais rentrer en contact avec quelqu'un, mais après quand je vais rentrer en contact avec quelqu'un, j'ai peut-être aussi besoin de préparer le comment je peux rentrer en contact de la meilleure façon, dans quelle attitude j'ai besoin d'être, comment j'ai besoin de me sentir, si je veux vraiment être moi-même, au meilleur de moi-même pour pouvoir créer les choses. Donc par exemple ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres actes, plein d'autres attitudes, plein d'autres choses à transformer. Et donc on commence à rentrer dans ce qu'il y a à faire concrètement. Comment on va le faire? On se pose la question d'une certaine façon du comment on va démarrer les choses après tout le reste. Parce que si vous vous la posez d'abord, si dès que vous avez l'objectif c'est bah ouais, mais comment tu vas faire? Ah, j'aimerais ne plus faire du 42 en pantalon, là, j'aimerais perdre 3 kilos. Ah ouais, mais là, tu vas faire comment? Voilà. Clac. Ça casse direct direct la machine. Donc les personnes, des fois, elles vont traîner, elles vont tarder. J'ai des personnes en formation qui ont des objectifs depuis des objectifs. C'était pas formulé en termes d'objectifs, c'était une forme de désir, un idéal, un fantasme qu'il y avait en tête parfois depuis des mois, des années, en disant ouais mais ce truc-là, ah, mais de toute façon non je pourrais pas, etc. Je dis ok, prête-toi au jeu, prête-toi juste au jeu de faire ça. En fait on joue avec le cerveau. La programmation neurolinguistique, l'hypnose, toutes ces choses-là sont des façons d'apprendre au cerveau à pouvoir faire les choses d'une façon différente, à envisager d'autres possibilités, à aller révéler des potentialités, des ressources, etc. Donc, on va jouer avec ces modalités de représentation, on va jouer avec l'histoire qu'on se raconte, la formulation des phrases, on va jouer avec tout un tas de choses. Et du coup, ça va créer une énergie tout à fait différente qu'on sent, alors que la personne, évidemment, elle le sent très fortement. Alors, quand on l'accompagne, on la sent. On sent ça, c'est très plaisant de sentir le départ, le côté ouais, je suis dans le dur là, je ne suis pas sûr d'y arriver, les formulations négatives, les trucs comme ça. Et puis de sentir derrière le côté très qui commence à s'ouvrir, qui commence à se lâcher. Et parfois ça prend un petit temps, 10 minutes, un quart d'heure, des fois 20 minutes, ça dépend du type d'exercice. Et à la fin, une espèce de waouh, non mais j'y vais, j'ai envie d'y aller maintenant. C'est pas possible que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Donc c'est plus j'envisage ou j'aimerais ou je désire faire telle chose. C'est quand la personne se dit c'est fait, c'est déjà fait, j'ai réalisé cet objectif alors qu'elle n'a même pas encore réalisé. À l'intérieur d'elle-même, elle a une espèce de réponse favorable qui dit oui, c'est bon, c'est ok. Tu vas le faire en fait, c'est évident.
une espèce d'évidence, une espèce de choses comme ça qui se met en place. Donc, à la fin, on va travailler sur tout ce qui est de l'ancrage émotionnel, sur le fait de monter en puissance, de s'associer à cet état d'être très favorable, beaucoup plus favorable au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau comportemental. À l'intérieur de nous, il y a tout un tas de choses qui se sont rendues un petit peu plus cohérentes, ça donne du sens. On sent qu'il y a de la motivation intrinsèque qui est là, on sent qu'on est en train d'activer les bons leviers. Et du coup, on a l'impression que en fait, ça va se faire. Ça va être beaucoup plus facile que ce qu'on imaginait. Et la plupart du temps, c'est le cas, bien sûr. C'est que finalement, ça se fait. Ça va programmer notre cerveau à nous rendre la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et donc à dépasser ces zones de turbulence, de difficulté, de limitation dans lesquelles on a tendance à se laisser enfermer progressivement, tranquillement. Et que si on n'a pas quelqu'un ou si on n'a pas un système de questionnement puissant qui vient et qui nous sort un petit peu de cette mécanique un peu léthargique et des fois de cercles vicieux, on ne va pas enclencher, on ne va pas switcher vers la dynamique de l'action qui nous permettrait de réaliser cet objectif, qui nous permettrait de sentir et de satisfaire un certain nombre de valeurs, de besoins, de fierté, de bons sentiments à l'égard de soi, du fait de sentir que sa vie elle avance. Voilà, donc dans le cadre de la réalisation de soi, ou de projets importants. La mauvaise nouvelle des objectifs, c'est que si jamais vous ne mettez pas en place et que vous n'appliquez pas un certain nombre de techniques, et là je vous donne des techniques qui sont très peu appliquées, j'ai des gens qui ont fait parfois des formations de coaching, qui ont déjà pas mal travaillé sur les objectifs, etc., et qui découvrent les subtilités de cet exercice ou de ce protocole dont je viens de vous parler, et qui se disent « Waouh, mais c'est ultra puissant, en fait, on m'avait jamais présenté les choses comme ça, en tout cas, j'avais jamais vécu ce procédé, ce processus qui m'amène étape par étape, d'une façon très logique à l'intérieur, à une modification de mon état et de mon état d'esprit et de mon état d'être intérieur pour pouvoir faire les choses. » Voilà, donc je vais vous laisser parce que le téléphone me montre des signes de fatigue au niveau de la batterie. Donc, je vais faire avec la technique. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques indications intéressantes. Donc, comme je disais, la mauvaise nouvelle, c'est nos mécanismes un petit peu enfermants et limitatifs, etc., qui font qu'on a beau se dire j'ai des objectifs, on a beau le répéter aux gens et on a beau le dire verbalement, intellectuellement, ça ne suffit pas. Il y a des mécanismes et il y a des choses à aller, on pourrait dire, modifier, reprogrammer au niveau du système mental, émotionnel et comportemental. Et là, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez sentir à l'intérieur de vous des forces, des énergies, des choses qui se révèlent, des potentiels qui étaient là, des fois endormis et qui se révèlent et qui vous font faire des choses que vous n'imaginiez pas possibles. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans d'autres circonstances pour encore une autre vidéo.